Un millionnaire voit un garçon mendiant nourrir sa fille en fauteuil roulant et cela change sa vie. Antoine Ménard observait avec inquiétude les médecins qui entraient et sortaient de la chambre de sa fille unique, Sophie. La petite de seulement 2 ans souffrait d'une condition neurologique rare qui la confinait dans un fauteuil roulant et, ces dernières semaines, elle avait refusé de s'alimenter, laissant tout le monde dans la luxueuse demeure dans un état d'alerte constant. C'est alors qu'il se remémora cette scène au parc de la Villette, à Lieu en France, qui semblait désormais si lointaine. Le millionnaire était caché derrière un arbre, observant sa fille, qui était allée au parc avec la nourrice. Antoine vit un garçon à la peau foncée, maigre, vêtu seulement d'un short en jean usé, s'approcher de Sophie avec un morceau de pain dans les mains. La nourrice, Lucie, était distraite par son téléphone portable et avant qu'Antoine puisse crier, le garçon donnait déjà des morceaux de pain à sa fille. « Qui tu crois être pour toucher à ma fille ?» cria Antoine en courant vers les enfants. « Tu dois être sale, plein de maladies. » Le garçon, qui ne devait pas avoir plus de 4 ans, écarquilla les yeux, effrayé, tandis qu'Antoine le repoussait brusquement de la chaise roulante de Sophie. La nourrice, maintenant alertée, semblait confuse et gênée d'avoir été prise en flagrant délit de négligence. « Pardonnez-moi, monsieur Antoine. » J'ai détourné le regard une seconde, implora Lucie pendant qu'Antoine vérifiait si Sophie allait bien. « Vous êtes renvoyé, déclara-t-il sans regarder la nourrice. Prenez vos affaires dans la maison aujourd'hui même. Lucie se mit à pleurer, mais Antoine l'ignora. Son attention était tournée vers le garçon qui tenait encore le petit pain dans ses mains. Une vieille dame, maigre et au visage ridé par le soleil, courut vers eux. « Excusez-moi, monsieur, dit-elle en haletant. Pierre n'a pas fait exprès. Il a juste voulu partager le pain qu'on a reçu aujourd'hui. » Antoine regarda la femme et le garçon avec mépris. « Gardez ce gamin loin de ma fille, avertit-il en prenant Sophie dans ses bras et en la mettant dans son fauteuil roulant. Partons de cet endroit. » Alors que le chauffeur emmenait Antoine et Sophie, le millionnaire regardait à travers la vitre teintée de la voiture. Il aperçut le garçon, nommé Pierre, tenant la main de la dame, probablement sa grand-mère, tous deux suivant du regard la voiture qui s'éloignait. Ce qui l'intrigua, cependant, c'est de voir que Sophie aussi regardait en arrière, comme si elle cherchait le garçon qui l'avait nourri. C'était la première fois en semaine que sa fille montrait de l'intérêt pour quelque chose ou quelqu'un. Les jours suivants, l'état de Sophie se détériora considérablement. Antoine engagea les meilleurs spécialistes du pays, mais aucun ne parvenait à faire en sorte que la petite mange correctement. Elle détournait le visage de toute personne qui tentait de lui donner à manger, y compris son propre père. « Monsieur Ménard, nous devons parler, dit le docteur. » Cécile Roussel, la neurologue qui suivait Sophie depuis le diagnostic. « L'état de votre fille se détériore à cause de son refus de se nourrir. Si cela continue, nous devrons envisager l'alimentation par sonde. » Antoine passa sa main dans ses cheveux gris, un geste de frustration. « Faites ce qu'il faut, docteur. » L'argent n'est pas un problème, répondit-il comme il le faisait toujours quand il s'agissait de la santé de Sophie. Le docteur Cécilia, une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants, semblait hésitante. « Monsieur Ménard, ce n'est pas seulement une question médicale. Votre fille semble être triste. Les enfants, même avec des limitations neurologiques comme celle de Sophie, répondent à l'affection, au contact humain. » Antoine plissa les yeux, sur la défensive. « Vous insinuez que je n'apporte pas assez d'affection à ma fille ?» demanda-t-il irrité. « Pas du tout, répondit calmement la médecin. Je veux juste dire que peut-être Sophie a besoin de quelque chose que nous ne parvenons pas à identifier. » Après le départ du médecin, Antoine resta seul dans le grand bureau de sa maison à Montbrun, un quartier huppé de Lieu en France. À 52 ans, il avait bâti un empire dans le secteur de la construction. Mais depuis que Claire, sa femme, l'avait quitté, peu après la naissance de Sophie, il semblait que plus rien n'allait dans sa vie. Nicolas, le chauffeur qui travaillait pour la famille depuis plus de 10 ans, frappa à la porte du bureau. « Excusez-moi, patron, dit-il en entrant prudemment. Puis-je vous parler ? » Antoine fit un signe pour qu'il entre, sans grand intérêt. « C'est à propos de la petite Sophie, continua Nicolas.
j'ai observé. Eh bien, elle n'arrête pas de regarder par la fenêtre quand nous passons devant le parc de la Villette. Et alors, demanda Antoine, irrité par l'intervention. Eh bien, je pensais à ce jour-là avec le garçon. La petite mademoiselle a souri quand il lui a donné à manger, n'est-ce pas? Je ne l'avais jamais vu sourire comme ça auparavant. Antoine resta silencieux un instant, se souvenant de la scène. C'était vrai. Sophie avait souri lorsque ce garçon des rues s'était approché d'elle. « Que suggérez-vous, Nicolas » demanda-t-il, plus calme maintenant. « Peut-être pourrions-nous retrouver ce garçon, voir s'il a un effet sur Sophie. » Antoine rit avec dédain. « Vous êtes fou de vouloir amener un garçon des rues près de ma fille à nouveau? Hors de question. » Nicolas baissa la tête, résigné, et sortit du bureau. Mais la graine du doute était déjà plantée dans l'esprit d'Antoine. Et si ce garçon était vraiment spécial pour Sophie? Et si c'était la clé pour la faire manger à nouveau? Ce soir-là, tandis qu'il tentait, sans succès, de faire manger quelques cuillères de bouillie à Sophie, Antoine remarqua quelque chose de différent dans le regard de sa fille. Ce n'était ni du rejet ni de l'apathie comme ces derniers jours. C'était de la nostalgie. Comment une enfant de 2 ans, avec des limitations neurologiques, pouvait-elle ressentir la nostalgie de quelqu'un qu'elle avait vu seulement une fois? « Sophie, mon amour, tu dois manger, supplia-t-il, mais la petite tourna encore une fois le visage. C'est alors que la décision se forma dans son esprit. Il devait retrouver ce garçon, même si c'était seulement pour prouver à lui-même qu'il avait tort. Le lendemain matin, Antoine appela Nicolas dans son bureau. « Je veux que tu retrouves ce garçon du parc, dit-il sans détour. Je veux le voir ici. » Nicolas ne put cacher sa surprise. « Vous êtes sûr? »« Non, je ne suis pas sûr, admit Antoine, mais je ne sais plus quoi faire. » Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et surtout de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, surtout quand on commence. Maintenant, pour continuer, Nicolas passa les 2 jours suivants à fréquenter le parc de la Villette, à chercher le garçon et sa grand-mère. Finalement, l'après-midi du 3e jour, il les trouva. Ils étaient assis sur un banc, partageant un petit paquet de biscuits. « Excusez-moi, » aborda doucement Nicolas. « Vous vous souvenez de moi? Je suis le chauffeur de monsieur Antoine Ménard. » La vieille dame serra le bras du garçon protectivement. « Que voulez-vous avec nous » demanda-t-elle méfiante. « Ah, votre patron a déjà causé assez de problèmes. » Nicolas s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Pierre. « Bonjour, mon petit. Tu te souviens de la petite fille en fauteuil roulant? Sophie ?» Les yeux du garçon brillèrent en reconnaissance. « La fille qui ne parle pas, c'est bien ça? Elle a aimé mon pain. »« Oui, c'est bien elle, » confirma Nicolas en souriant. « Elle est malade, tu sais? Elle ne veut rien manger. Les médecins sont très inquiets. » La dame le regardait toujours avec méfiance, mais il pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. « Qu'est-ce que ça a à voir avec nous » demanda-t-elle. « Eh bien, monsieur Antoine, mon patron, aimerait que Pierre vienne rendre visite à Sophie. Peut-être qu'elle mangera si c'est lui qui lui donne à manger. » La grand-mère de Pierre éclata d'un rire amer. « D'abord il nous traite comme des ordures, maintenant il veut notre aide, demanda-t-elle, indignée. Nicolas soupira. « Madame Élodie. » Élodie Sauvet. « Madame Élodie, je comprends votre colère, mais c'est un enfant malade. Sophie pourrait empirer si elle ne mange pas bientôt. » Madame Élodie regarda son petit-fils, qui semblait intrigué par la conversation des adultes. « La petite est malade, grand-mère » demanda Pierre, inquiet. « Je peux lui donner mon pain encore une fois. » Le cœur de Madame Élodie se serra. Bien qu'elle détestât l'idée d'aider cet homme riche et arrogant, elle ne pouvait pas refuser son aide à un enfant malade, surtout lorsque son petit-fils semblait si disposé à l'aider. « D'accord, » accepta-t-elle finalement. « Mais tu nous amèneras et nous ramèneras. Et si ton patron traite encore mal mon petit-fils, nous ne reviendrons jamais. » Nicolas acquiesça, soulagé.
Entendu. Vous pouvez venir avec moi maintenant? La voiture est là. Il désigna la limousine garée près du parc. Pierre n'était jamais monté dans une voiture aussi grande et luxueuse. Ses yeux parcouraient chaque détail de l'intérieur de la limousine tandis que Nicolas conduisait en direction du manoir à Montbrun. « Grand-mère, regarde tous ces boutons !» s'exclama le garçon en pointant le panneau de contrôle de la climatisation. Madame Élodie souriait en voyant l'enthousiasme de son petit-fils, mais son visage redevint sérieux lorsque la limousine s'arrêta devant le grand portail du manoir des Ménard. À leur arrivée, ils furent accueillis par Antoine dans le salon. L'homme semblait avoir vieilli de plusieurs années depuis leur rencontre au parc. Des cernes profondes marquaient son visage et ses vêtements, bien que coûteux, semblaient froissés. « Merci d'être venu, dit-il sans regarder directement Madame Élodie ou Pierre. Sophie est dans la chambre, suivez-moi, s'il vous plaît. » Le trio suivit Antoine à travers les couloirs luxueux du manoir jusqu'à une chambre décorée de motifs infantiles, mais qui ressemblait davantage à une petite unité médicale. Des équipements de surveillance entouraient un lit où Sophie était allongée, pâle, avec des yeux sans éclat. Une infirmière essayait en vain de la faire manger une soupe. « Elle n'a rien mangé depuis hier » informa l'infirmière, inquiète. Pierre s'approcha timidement du lit. « Salut, petite » dit-il de sa voix enfantine. « Tu es malade ?» À la surprise de tous, Sophie tourna son visage vers Pierre. Ses yeux, auparavant apathiques, semblèrent retrouver un peu de vie. Antoine fit un geste vers l'infirmière, qui lui tendit le bol de soupe. « Tu crois que tu peux la faire manger ?» demanda-t-il en tendant le bol à Pierre. Le garçon se sentit confiant et prit la cuillère. Avec soin, il la porta à la bouche de Sophie. « Regarde, c'est de la bonne soupe » dit-il en souriant. « On va manger ensemble ? Un peu pour toi, un peu pour moi. » À la stupeur de tous dans la pièce, Sophie ouvrit la bouche et accepta la cuillerée de soupe. Pierre, tenant sa promesse, prit une petite cuillerée de la même soupe. « C'est bon, hein ?» lui demanda-t-il. Et Sophie émit un petit bruit. Cuillerée après cuillerée, Pierre réussit à faire manger presque tout le bol de soupe à Sophie. À chaque cuillerée qu'elle acceptait, le visage d'Antoine changeait, passant de l'incrédulité à l'espoir. Lorsque Sophie refusa enfin plus de nourriture, Pierre mit le bol de côté et lui sourit. « Tu as tout mangé, maintenant tu vas devenir forte » lui dit-il en touchant doucement le bras de la petite. Sophie, à la grande surprise de tous, surtout de son père, esquissa un petit sourire. L'infirmière, une dame d'âge moyen nommée Béatrice, ne put retenir ses larmes. « C'est incroyable » dit-elle. Elle n'avait pas souri comme ça depuis des semaines. Antoine resta sans voix. Comment ce garçon qu'il avait si maltraité parvenait-il à établir une connexion que lui-même, le père, n'arrivait pas à créer avec sa propre fille? « Merci » dit-il enfin en s'adressant à Pierre. « Tu as beaucoup aidé, ma fille. » Madame Élodie observait la scène avec le cœur serré. Bien qu'elle veuille détester cet homme riche et arrogant, voir son petit-fils aider une enfant malade l'adoucissait. Elle avait juste besoin d'un ami, murmura-t-elle. Parfois, c'est tout ce qu'on a besoin, quelqu'un qui nous voit vraiment, ajouta-t-elle. Les mots de Madame Élodie frappèrent Antoine comme un coup de poing. Il avait passé tellement de temps à chercher des traitements médicaux, des soins coûteux, des spécialistes réputés, qu'il avait oublié que sa fille était avant tout une enfant qui avait besoin non seulement de soins médicaux, mais aussi d'affection et de connexion humaine. « Vous pourriez revenir demain ?» demanda Antoine hésitant. « Je pense que Sophie aimerait cela. » Avant que Madame Élodie ne puisse répondre, Pierre secoua la tête avec enthousiasme. « Je veux jouer avec Sophie » s'exclama-t-il. « Je peux revenir demain, grand-mère ?» Madame Élodie regarda son petit-fils puis Sophie, qui semblait plus vivante que lorsqu'ils étaient arrivés. « On peut, oui, accepta-t-elle enfin. Mais seulement si monsieur Antoine envoie Nicolas nous chercher. Nous n'avons pas d'argent pour un taxi et le bus est trop long. » Bien sûr, répondit Antoine rapidement. Nicolas viendra vous chercher tous les jours, si vous voulez. En fait, hésita-t-il comme s'il pensait à quelque chose.
Peut-être pourrions-nous faire un arrangement plus permanent. Madame Élodie plissa les yeux, méfiante. Quel genre d'arrangement? Eh bien, Sophie semble manifestement bien réagir à la présence de son petit-fils. Peut-être pourrions-nous les engager pour venir tous les jours. Je paierai bien sûr. Madame Élodie réfléchit à la proposition pendant un instant. Nous verrons, répondit-elle enfin. Pour l'instant, essayons un jour à la fois. Lorsque Nicolas ramena Madame Élodie et Pierre au parc, Antoine resta près du lit de Sophie, observant sa fille qui, pour la première fois en semaine, semblait dormir paisiblement. Qui l'aurait cru, ma princesse, murmura-t-il en caressant les cheveux blonds de la petite fille. Ce petit garçon a fait ce que aucun médecin n'a réussi à faire. Les jours suivants, une routine s'installa. Nicolas venait chercher Madame Élodie et Pierre chaque matin et les emmenait à la maison. Là, Pierre passait des heures avec Sophie, la nourrissant, jouant avec elle de manière simple, lui racontant des histoires inventées dans son langage d'enfant. Sophie s'épanouissait chaque jour un peu plus. Elle commença à manger régulièrement. Son sommeil s'améliora et elle semblait même faire de petits progrès moteurs, bougeant les bras avec plus de force pour atteindre Pierre lorsqu'il s'éloignait. Antoine observait tout cela à distance, encore incapable de comprendre pleinement le lien entre les deux enfants, mais profondément reconnaissant de celui-ci. Il commença également à s'intéresser à Madame Élodie et Pierre, leur posant des questions sur leur vie, comment ils s'étaient retrouvés dans la rue, ce dont ils avaient besoin. Mon fils, le père de Pierre, nous a abandonnés lorsqu'il a découvert que ma belle-fille était enceinte, expliqua Madame Élodie un jour, alors qu'il prenait un café dans la cuisine de la maison. Sa mère a tenu bon jusqu'à ce que le garçon ait 2 ans. Puis elle a dit qu'elle n'était pas faite pour être mère et a disparu dans le monde. Depuis, ce n'est que nous deux. Et comment vous vous en sortez? Demanda Antoine, sincèrement intéressé. Je ramasse des matériaux recyclables quand mes jambes me le permettent, répondit-elle dignement. Et quelques bonnes âmes nous donnent à manger de temps en temps. Nous vivons dans une petite pièce dans une occupation à l'est de la ville. Antoine ressentit une pointe de honte. Lui qui avait plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en plusieurs vies, n'avait jamais vraiment pris soin de personnes comme Madame Élodie et Pierre avant l'incident au parc. Madame Élodie, je réfléchissais, commença-t-il, hésitant. Pourquoi vous et Pierre ne resteriez-vous pas ici? J'ai plusieurs chambres vides et Sophie semble évidemment apprécier la compagnie du garçon. La vieille femme le regarda d'un air suspicieux. Pourquoi? Demanda-t-elle directement. Parce que vous qui nous avez traités comme des ordures ce jour-là au parc, voulez maintenant nous donner un toit. Antoine soupira profondément. Parce que j'avais tort, admit-il, les mots semblant difficiles à sortir. Je vous ai jugé d'après votre apparence, votre statut social, et maintenant je vois que votre petit-fils possède quelque chose que tout l'argent du monde ne peut acheter, la capacité de ramener ma fille à la vie. Madame Élodie considéra ces mots un instant. Nous ne voulons pas de charité, monsieur Antoine, dit-elle finalement. Si nous restons, cela devra être un arrangement juste. Je peux travailler. J'ai été gouvernante quand j'étais plus jeune. Antoine hocha la tête, respectant la dignité de la femme. Bien sûr, vous pouvez être notre gouvernante et Pierre sera le compagnon spécial de Sophie. Ils auront leur propre espace dans la maison et un salaire juste. Avant qu'ils ne puissent poursuivre la conversation, ils furent interrompus par un cri venant de la chambre de Sophie. Ils coururent là-bas et trouvèrent l'infirmière Béatrice, émerveillée, en train de regarder les enfants. « Oh, monsieur Antoine, regardez !» s'exclama-t-elle en pointant Sophie. La fille était dans son fauteuil roulant et, pour la première fois, elle bougeait les roues avec ses propres mains, suivant Pierre qui se déplaçait d'un côté à l'autre de la chambre en lui montrant des jouets. Elle n'a jamais fait ça avant, dit Antoine, sa voix étranglée par l'émotion. Les enfants sont capables de miracles lorsqu'ils reçoivent le bon stimulus, commenta Madame Élodie, souriant en voyant la scène. Il semble que Sophie ait trouvé sa motivation. Ce soir-là, après de nombreuses discussions, Madame Élodie accepta la proposition d'Antoine. Elle et Pierre emménageraient dans la maison, où ils auraient un petit appartement attenant. Elle travaillerait comme gouvernante et Pierre continuerait à être le compagnon de Sophie,
désormais à temps plein. Nous devrons aller chercher nos affaires, dit Madame Élodie. Bien sûr, Nicolas vous emmènera demain, répondit Antoine. Le lendemain, lorsque Nicolas arriva avec Madame Élodie et Pierre à la petite occupation dans la Zonay, le chauffeur fut choqué par les conditions dans lesquelles il vivait. Une pièce minuscule, sans salle de bain, avec un matelas par terre et quelques boîtes en carton contenant leurs maigres affaires. « C'est ici que vous vivez ?» demanda Nicolas, ne pouvant cacher sa surprise. « Oui », répondit Madame Élodie avec dignité. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est propre et c'est à nous. » Pierre courut vers une des boîtes et en sortit une petite voiture en plastique cassé, son seul jouet. « Je vais la montrer à Sophie », s'écria-t-il tout joyeux. Alors qu'il aidait à mettre les rares affaires de Madame Élodie et Pierre dans la voiture, Nicolas remarqua une vieille photographie jaunie. Elle montrait une jeune femme qui semblait être Madame Élodie des décennies auparavant, vêtue d'un uniforme de gouvernante aux côtés d'une femme élégante devant une maison qui lui semblait étrangement familière. Cette maison, commença Nicolas, intrigué. Ça ressemble à la maison du seigneur Antoine. Madame Élodie prit rapidement la photo et la rangea dans son sac usé. C'était une autre vie, dit-elle sèchement. Partons. Sur le chemin du retour, Nicolas n'arrivait pas à cesser de penser à cette photographie. Il y avait quelque chose d'étrange, une connexion qu'il n'arrivait pas à comprendre complètement. À leur arrivée au manoir, ils furent accueillis par un Antoine visiblement anxieux. Sophie n'a cessé de demander pour Pierre toute la journée, dit-il en aidant à décharger les boîtes. Je ne l'ai jamais vue aussi communicative. Pierre courut à l'intérieur, impatient de montrer sa petite voiture à la nouvelle amie. Madame Élodie observa la scène avec un mélange de joie et de préoccupation. Les enfants formaient un lien fort, et elle craignait ce qui se passerait si, pour une raison ou une autre, ils devaient se séparer à l'avenir. Pendant qu'ils s'installaient dans le petit appartement attenant, plus grand et plus luxueux que n'importe quel endroit où Madame Élodie et Pierre avaient vécu auparavant, la vieille femme ne pouvait s'empêcher de penser au passé, à ces coïncidences étranges de la vie qui l'avaient ramenée à cet endroit qu'elle avait juré de ne jamais revoir. « Grand-mère, regarde tout ce qu'on a !» s'exclama Pierre en explorant les pièces de sa nouvelle maison. « Il y a un lit juste pour moi, Madame Élodie. » Elle sourit, repoussant les souvenirs douloureux. « Oui, mon enfant, maintenant nous avons un meilleur endroit pour vivre. » Dans les semaines qui suivirent, une transformation remarquable se produisit, non seulement chez Sophie, mais aussi dans toute l'atmosphère du manoir. Ce qui était auparavant un environnement froid et stérile, dominé par des équipements médicaux et des professionnels de la santé distants, était désormais rempli de vie et de rire d'enfants. Sophie faisait des progrès surprenants. Elle commença à parler davantage. De petits mots au début, puis des phrases courtes. Sa force physique s'améliorait chaque jour et elle réussissait maintenant à se déplacer en fauteuil roulant dans une grande partie de la maison, suivant toujours Pierre dans ses aventures. Antoine, de son côté, commença à passer plus de temps à la maison. Il délégua davantage de responsabilités dans son entreprise pour pouvoir être présent et témoigner des progrès de sa fille. Lentement, il se rapprocha aussi de Pierre, qu'il avait d'abord traité avec un mélange de gratitude et de distance, mais qu'il commençait maintenant à voir presque comme un fils. Madame Élodie prit en charge la maison avec l'efficacité de quelqu'un qui connaissait bien ce monde. En quelques jours, l'équipe de personnel, auparavant démoralisée par l'atmosphère pesante, répondit positivement à son leadership à la fois doux et ferme. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément, nous qui commençons tout juste. C'est lors d'un dîner, alors qu'ils célébraient un mois depuis l'arrivée de Madame Élodie et Pierre au manoir, que le passé refit enfin surface. Ils étaient tous à la grande table à manger, ce qui était rare, puisqu'Antoine mangeait généralement seul dans son bureau et Sophie dans sa chambre avec l'infirmière. « Pierre, ne mets pas trop de sauce », conseilla Madame Élodie gentiment. « Laisse-le faire, Madame Élodie », dit Antoine en souriant. « Les enfants doivent faire des bêtises de temps en temps. » La vieille femme le regarda avec une expression énigmatique. « Vous ne pensiez pas toujours ainsi », remarqua-t-elle avant de pouvoir se retenir. Antoine fronça les sourcils, confus.
Comment ça? Madame Élodie hésita, comme si elle luttait intérieurement pour savoir si elle devait continuer ou non. Rien, désolé, répondit-elle enfin. Parfois, là je me fais dire des choses sans sens. Mais Antoine n'était pas convaincu. Il y avait quelque chose dans le regard de la vieille femme, une familiarité qu'il n'arrivait pas à expliquer. Madame Élodie, nous nous connaissons avant, demanda-t-il directement. J'ai l'impression que le dessert est prêt, interrompit-elle en se levant précipitamment. J'ai fait ce flan que Pierre et Sophie adorent. Le sujet fut temporairement oublié, tandis que les enfants se régalaient avec le flan. Mais le doute resta dans l'esprit d'Antoine. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Antoine se rendit dans la chambre de Madame Élodie, dans l'appartement. Il frappa doucement à la porte. « On peut parler ?» demanda-t-il lorsqu'elle ouvrit la porte, déjà vêtue d'un simple peignoir. Madame Élodie soupira profondément, comme si elle savait que ce moment finirait par arriver. « Entre » l'invita-t-elle en ouvrant un peu plus la porte. L'appartement était simple, mais confortable. Madame Élodie avait décoré l'espace avec les quelques biens personnels qu'elle possédait, y compris quelques photographies. C'est l'une de ces photos encadrées sur le mur qui attira immédiatement l'attention d'Antoine, la même que Nicolas avait remarqué quelques jours plus tôt, une Madame Élodie, beaucoup plus jeune, vêtue en gouvernante, aux côtés d'une femme élégante devant un manoir. « C'est ma mère » s'exclama Antoine en s'approchant de la photo. « Cette maison, c'est... » « C'est bien ce manoir » confirma Madame Élodie en s'asseyant dans un fauteuil. « J'ai été gouvernante ici pendant près de 20 ans. J'ai servi votre mère, Madame Élise, depuis avant votre naissance jusqu'à l'incident. » Antoine se tourna vers elle, choqué par la révélation. « Quel incident ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « Je ne me souviens pas de vous. Vous n'aviez que 10 ans quand je suis partie, expliqua-t-elle. Votre mère m'a renvoyé quand elle a découvert que je vous laissais jouer avec mon fils. Julien. Joachim, répéta Antoine, tentant de fouiller dans ses souvenirs. J'avais un ami qui s'appelait comme ça. On jouait à cache-cache dans le jardin arrière. Madame Élodie acquiesça d'un sourire triste. Oui, vous étiez inséparables, mais votre mère ne trouvait pas approprié que le fils des employeurs se mêle au fils de la domestique. Lorsqu'elle nous a découverts, j'ai été renvoyé le jour même, sans référence, sans préavis, rien. Antoine s'assit lentement, absorbant la révélation. Et Julien est le père de Pierre. Oui, confirma Madame Élodie. Il n'a jamais surmonté l'humiliation de ce jour-là. Il a grandi plein de rancœur et de ressentiment. Il est devenu un homme amer qui a abandonné sa propre famille. Antoine coucha son visage dans ses mains. Mon Dieu! Alors tout ça? Pierre étant le seul capable d'aider Sophie. C'est une sorte de coïncidence, un destin, compléta Madame Élodie. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que quand je vous ai vu dans ce parc en traitant mon petit-fils de la même manière que votre mère traitait mon fils, des décennies auparavant, j'ai eu l'impression que le temps ne s'était pas écoulé, que le cycle se répétait. Mais maintenant, c'est différent, dit Antoine en la regardant. Maintenant je vois l'erreur. Je vois à quel point j'avais tort. Madame Élodie le regarda longuement. Oui, tu as changé. Mais la question est, ce changement va-t-il durer, ou, lorsque Sophie sera complètement guérie, redeviendras-tu l'homme que j'ai connu dans ce parc? La question resta suspendue dans l'air, lourde et défiant. Antoine n'avait pas de réponse immédiate. Au lieu de cela, il posa une autre question. Pourquoi avez-vous accepté de venir ici en sachant qui j'étais? Madame Élodie sourit doucement, pensant à Pierre. Il s'est attaché à ta fille dès le premier instant et peut-être par un vieux espoir que le passé pourrait être racheté, que le cycle pourrait être brisé. Antoine resta silencieux longtemps, digérant tout ce qu'il venait d'entendre. Finalement, il se leva et se dirigea vers la porte. Merci de m'avoir raconté cela, Madame Élodie. Je promets de ne pas répéter les erreurs de ma mère. Pierre et vous êtes désormais une partie de notre famille. La vieille femme acquiesça sans dire un mot de plus. Lorsqu'Antoine partit,
Elle regarda la photo sur le mur et murmura pour elle-même, « Seul le temps le dira, mon fils. Seul le temps le dira. » Dans les jours qui suivirent, Antoine sembla différent, plus introspectif, plus présent. Il commença à participer activement au jeu entre Sophie et Pierre, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il commença à poser plus de questions sur le passé de Madame Élodie, sur les années où elle avait travaillé pour sa famille, sur ce qu'il était lui-même enfant. « Tu étais un garçon doux », raconta Madame Élodie un après-midi, tandis qu'ils observaient les enfants jouer dans le jardin. « Avant que ta mère ne commence à te façonner à son image. »« Comment ça ?» demanda Antoine, véritablement curieux. Madame Élise était une femme difficile, obsédée par le statut, par les apparences. Après la mort de ton père, elle est devenue encore pire. C'était comme si elle voulait faire de toi une version parfaite d'un héritier. Antoine acquiesça lentement, se souvenant de la rigueur de sa mère, des règles infinies de l'étiquette, des exigences constantes de perfection. « Et je suis devenu exactement ce qu'elle voulait, conclut-il d'un soupir lourd. »« Pas complètement, » contesta Madame Élodie. « Tu es là, maintenant. Tu ne reconnais pas tes erreurs, tu essaies d'être un meilleur père pour Sophie. Ta mère n'aurait jamais été capable de ça. » La conversation fut interrompue par des cris joyeux venant du jardin. Sophie avait réussi à se lever de son fauteuil roulant et, soutenue par Pierre, faisait des pas hésitants sur l'herbe. « Papé, regarde » appela-t-elle avec sa voix d'enfant. « Je marche. » Antoine courut vers sa fille, les larmes aux yeux, s'agenouilla devant elle et la serra délicatement dans ses bras. « Tu marches, ma princesse » s'exclama-t-il, ému. « Tu es incroyable. » Sophie sourit, fière. « Pierre m'a aidé. Il a dit que j'y arriverais. » Antoine regarda le garçon qui observait la scène avec un sourire timide. « Merci, Pierre, » dit-il, tendant le bras pour inclure le garçon dans son étreinte. « Tu es un garçon très spécial. » Cette nuit-là, après avoir couché Sophie, Antoine trouva Pierre encore éveillé, assis sur le balcon de l'appartement. « Tu n'arrives pas à dormir, champion ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté de lui. « Je pense à Sophie » répondit le garçon. « Elle pourra jouer davantage maintenant qu'elle marche un peu. » Antoine sourit, touché par la sincère inquiétude du garçon. « Tu sais, Pierre, tu as changé la vie de Sophie. Tu as aussi changé la mienne. » Le garçon le regarda, confus. « Je lui ai juste donné du pain » dit-il simplement. « C'était bien plus que ça » répondit Antoine. « Tu lui as donné quelque chose que tous les médecins et tout l'argent que j'ai ne pouvaient pas lui donner. Une véritable amitié. » Pierre sourit, ne comprenant pas entièrement ce que Antoine voulait dire, mais heureux du compliment. « Je peux vivre ici pour toujours ?» demanda-t-il, hésitant. « Moi et mamie ? » « Bien sûr que tu peux » répondit Antoine sans hésiter. « C'est ta maison maintenant. » Le lendemain, Antoine surprit tout le monde en annonçant qu'il prendrait des vacances prolongées de son entreprise. Pour la première fois depuis des années, il décida que sa priorité serait sa famille, pas seulement Sophie, mais aussi Pierre et Madame Élodie, qui étaient devenus une partie essentielle de sa vie. « Je pense emmener les enfants à la maison de plage à Bellerive » dit-il pendant le petit déjeuner. « L'air de la mer fera du bien à Sophie. Et Pierre n'a probablement jamais vu l'océan. » Madame Élodie le regardait avec une expression mêlant surprise et approbation. « C'est une excellente idée » acquiesça-t-elle. « Les enfants vont adorer. » Pendant le petit déjeuner, le téléphone d'Antoine sonna insistant. C'était Ricardo, son bras droit dans l'entreprise, avec des nouvelles urgentes concernant une négociation importante. « Puis-je rappeler plus tard ?» demanda Antoine, surprenant Ricardo. « Je suis en train de prendre le petit déjeuner avec ma famille. » Lorsqu'il raccrocha, il se rendit compte que tout le monde à la table le regardait, étonné. Avant, Antoine aurait interrompu n'importe quel repas, n'importe quel moment en famille, pour prendre des appels professionnels. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il en prenant une tartine. « Y a-t-il un problème à vouloir prendre le petit déjeuner avec vous ?» Madame Élodie sourit, satisfaite. « Aucun problème, nous nous habituons juste au nouveau Antoine. »
Le voyage à la maison de plage était prévu pour la fin de cette semaine. Pierre était particulièrement excité, comptant les jours pour voir la mer pour la première fois. Sophie montrait aussi de l'enthousiasme, demandant constamment à propos des poissons et des coquillages qu'ils pourraient trouver. La veille du départ, alors qu'ils faisaient tous leurs valises, la sonnette de la maison retentit. Nicolas alla répondre et revint avec une expression préoccupée. « Monsieur Antoine, il y a une jeune femme ici qui insiste pour vous parler, elle dit être la mère de Pierre. » Le silence envahit la pièce. Madame Élodie pâlit et Antoine sentit une pression dans sa poitrine. Comment l'avait-elle trouvée? Pourquoi revenir maintenant après tout ce temps? Où est-elle? Demanda-t-il en essayant de garder son calme. Dans le salon, répondit Nicolas. Dois-je appeler Madame Élodie? Antoine réfléchit un instant. Laissez-moi d'abord lui parler. Ne dites rien à Pierre pour l'instant. En entrant dans le salon, Antoine trouva une jeune femme, pas plus de 30 ans, avec des traits similaires à ceux de Pierre, mais avec une expression dure sur le visage. Elle portait des vêtements simples mais soignés. « Je suis Antoine Ménard », se présenta-t-il. « Que puis-je faire pour vous ?» La femme le fixa avec un mélange de défi et de nervosité. « Je m'appelle Daniel, je suis la mère de Pierre. Je viens le chercher. » Antoine ressentit un frisson parcourir son échine. « Comment avez-vous su qu'il était ici ?» demanda-t-il en essayant de gagner du temps pour organiser ses pensées. « Une voisine de l'occupation a vu votre chauffeur venir chercher ma mère et mon fils, expliqua-t-elle. Il n'a pas été difficile de découvrir où vivait le grand Antoine Ménard. Il y avait une tonalité amère dans sa voix. Un mélange d'envie et de ressentiment. « Tu as abandonné ton fils, dit Antoine directement. Pourquoi revenir maintenant? » Daniel haussait les épaules, mal à l'aise. « C'est mon fils. J'ai le droit de le voir quand je veux. Et qu'est-ce qui a changé? Pourquoi le voulez-vous maintenant? » La femme détourna le regard. « Ma vie est plus stable. J'ai trouvé un emploi. J'ai un endroit décent où vivre. » Antoine n'était pas convaincu. Il y avait quelque chose de plus derrière tout cela. « Combien ?» demanda-t-il directement. « Quoi ?» Daniel sembla offensé. « Combien voulez-vous pour le laisser vivre avec nous ?» précisa Antoine. « J'imagine que vous avez découvert que votre fils vit dans le manoir d'un millionnaire. Ce que vous voulez vraiment, ce n'est pas votre fils, c'est de l'argent. » L'expression de Daniel se durcit, mais elle ne nia pas l'accusation. « Vous ne savez rien de moi, dit-elle en se défendant. Pierre est mon fils et je vais l'emmener avec moi. À moins que, bien, à moins que vous ne vouliez faire un accord. » Quel genre d'accord? Demanda Antoine, sachant déjà la réponse. Un soutien financier, quelque chose pour m'aider à repartir à zéro, disons 100 000 euros. Antoine la regarda avec un mélange de pitié et de mépris. C'était exactement ce qu'il soupçonnait. « Vous savez ce que votre fils a représenté pour nous? Demanda-t-il, gardant la voix calme. Il a sauvé ma fille. Il l'a littéralement ramenée à la vie. » Daniel sembla indifférente. « C'est bien pour votre fille. 100 000 euros ne sont rien pour vous, monsieur Ménard. Un petit prix pour garder près de vous le sauveur de votre fille, n'est-ce pas ?» Avant qu'Antoine ne puisse répondre, la porte de la pièce s'ouvrit. Madame Élodie entra, son visage une masque de déception en voyant sa fille. « Alors, c'est ça que tu es venu faire, Daniel? Vendre ton propre fils. » Daniel sembla se rétrécir sous le regard de sa mère. « Maman, ce n'est pas comme ça. Ne me mens pas, interrompit Madame Élodie. Tu as abandonné ton fils pendant 2 ans. 2 ans sans un appel, sans une visite. Et maintenant, tu réapparais quand tu penses pouvoir en tirer profit. » Antoine observait l'interaction entre la mère et la fille, réalisant la profonde douleur de Madame Élodie. « Daniel, puis-je faire une proposition différente ?» intervint-il. Les 2 femmes le regardèrent. « Je ne vais pas vous donner 100 000 euros. Pas 1 000 euros pour disparaître de la vie de Pierre, dit-il fermement.
Rire serait perpétuer un cycle d'abandon et de négligence qui a déjà causé trop de tort. Daniel ouvrit la bouche pour protester, mais il leva la main pour demander le silence. Au lieu de cela, je vous offre un emploi dans l'une de mes entreprises, un salaire juste, des avantages, une chance de progresser et l'opportunité de reconstruire lentement une relation avec votre fils. Sous la supervision de Madame Élodie, bien sûr. Madame Élodie le regarda avec surprise. Ce n'était pas ce qu'elle attendait. Pourquoi feriez-vous cela? Demanda Daniel, méfiante. Parce que je crois que les gens peuvent changer, répondit Antoine, pensant à sa propre transformation. Et parce que Pierre mérite de connaître sa mère si elle est réellement prête à être une mère pour lui. Daniel sembla être sans voix. Clairement, ce n'était pas ce qu'elle attendait. Réfléchis bien, ma fille, conseilla Madame Élodie, sa voix maintenant plus douce. C'est une chance de faire les choses correctement cette fois. Après un long silence, Daniel parla. Et si je refuse, si je persiste à emmener Pierre avec moi? Antoine inspira profondément. Alors nous irons au tribunal. J'ai les moyens d'engager les meilleurs avocats du pays et ta mère a des preuves de ton abandon. Mais je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas que Pierre traverse ce traumatisme. La réalité de la situation sembla enfin toucher Daniel. Ses options étaient limitées et l'offre d'Antoine, bien que ce ne soit pas l'argent facile qu'elle attendait, était plus que probablement ce qu'elle pourrait obtenir par elle-même. Quel genre d'emploi serait-ce? Demanda-t-elle enfin. Cela dépend de vos compétences, répondit Antoine. Que savez-vous faire? Daniel hésita. J'ai travaillé comme caissière dans un supermarché et j'ai suivi un cours de secrétariat, mais je n'ai jamais trouvé d'emploi dans ce domaine. Nous pouvons commencer par un poste administratif, suggéra Antoine, avec des possibilités de progression en fonction de vos performances. Les minutes suivantes furent tendues, Daniel semblant lutter avec sa décision. Enfin, elle lâcha un soupir de défaite. D'accord, j'accepte votre proposition, mais je veux voir mon fils. Madame Élodie et Antoine échangèrent un regard. D'abord, nous devons le préparer, dit Madame Élodie. Il ne t'a pas vu depuis 2 ans, Daniel. Tu ne peux pas simplement apparaître comme ça. Antoine acquiesça. Faisons ainsi. Nous maintiendrons nos projets d'aller à la maison de plage. Ce sera bien pour les enfants. Pendant ce temps, tu commences ton travail, tu t'établis, et nous planifierons soigneusement comment te réintroduire dans la vie de Pierre. Daniel ne semblait pas ravi par le report, mais accepta à contre-cœur les termes. Quand reviendrai-je pour avoir plus de détails? Demanda-t-elle. Lundi, après notre retour de la plage, répondit Antoine. Viens à mon entreprise à cette adresse. Il écrivit quelque chose sur un papier et le lui remit. Je parlerai personnellement au département RH de ton recrutement. Après le départ de Daniel, Madame Élodie s'effondra dans un fauteuil, semblant épuisée. Merci, dit-elle en regardant Antoine, de ne pas l'avoir laissé emporter Pierre. Je n'aurais jamais permis ça, répondit-il, s'asseyant à côté d'elle. Mais je pense aussi que si elle veut vraiment changer, elle mérite une chance, pour le bien de Pierre. Madame Élodie hocha lentement la tête. Tu as vraiment changé, Antoine. On dirait même que tu n'es plus cet homme arrogant du parc. Antoine sourit tristement. J'ai eu besoin d'un petit garçon de 4 ans pour m'apprendre ce qui compte vraiment dans la vie. Mieux vaut tard que jamais, non? Le voyage à la maison de plage se déroula sans incident. Pierre, inconscient du drame qui se jouait autour de lui, était extatique de sa première vue de l'océan. Sophie, inspirée par l'enthousiasme de son ami, faisait des progrès impressionnants, réussissant désormais à faire plusieurs pas sans aide. Antoine regardait les enfants jouer dans le sable, sous l'œil vigilant de Madame Élodie. Son cœur était rempli d'une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Depuis avant la naissance de Sophie, depuis avant l'abandon de sa femme Claire, comme si ses pensées l'avaient invoqué, son téléphone sonna. Le numéro était inconnu, mais quelque chose le poussa à répondre. Allô, Antoine? La voix féminine de l'autre côté était tremblante, mais indiscutablement familière.
c'est Claire. Il resta un instant sans voix, choqué d'entendre la voix de son ex-femme après tout ce temps. Comment as-tu eu ce numéro, demanda-t-il finalement. Ma secrétaire me l'a donné, elle m'a dit que tu étais en vacances. Tu ne prends jamais de vacances, Antoine. Tout va bien, Sophie? Sophie va très bien, répondit-il, se remettant du choc initial. En fait, elle fait des progrès incroyables. Elle commence déjà à faire quelques pas toute seule. Le silence de l'autre côté de la ligne était lourd d'émotion. Vraiment, dit la voix de Claire, la gorge nouée. C'est merveilleux. Les médecins ont dit qu'elle ne marcherait peut-être jamais. Les médecins avaient tort, interrompit Antoine. Ou plutôt, ils n'avaient pas compté sur Pierre. Qui est Pierre? Demanda Claire, confuse. Antoine regarda la plage, où l'enfant construisait un château de sable avec Sophie. C'est une longue histoire. Un garçon qui est entré dans nos vies et a tout changé. Grâce à lui, Sophie est enfin heureuse. Et moi aussi. Tu as changé, Antoine, observa Claire, la surprise évidente dans sa voix. Tu sembles différent. Je suis différent, confirma Théil. J'ai réalisé beaucoup de choses ces derniers mois, y compris à quel point j'ai été injuste avec toi. Claire resta silencieuse un moment. Je n'aurais jamais pensé entendre cela de ta part, dit-elle finalement. Les gens peuvent changer, Claire. J'ai changé. Il y eut un autre long silence, puis Claire parla, je retourne au Brésil la semaine prochaine. J'aimerais voir Sophie, si tu me le permets. Antoine n'hésita pas, bien sûr, tu peux la voir. Elle est aussi ta fille. En fait, je pense que ce serait très bien pour elle. Merci. La gratitude de Claire était palpable. Je t'appellerai quand je serai arrivé. Et Antoine, je suis heureuse que tu aies trouvé un peu de paix. Après avoir raccroché, Antoine resta un moment immobile, absorbant la conversation. Inattendu. Tant de changements en si peu de temps. C'était comme si l'univers réalignait tout dans sa vie. Il marcha jusqu'à la plage et s'assit à côté de Madame Élodie, qui tricotait tout en observant les enfants. C'était Claire au téléphone, dit-il, encore en train de traiter la conversation. Elle revient au Brésil, elle veut voir Sophie. Madame Élodie le regarda attentivement. Et comment tu te sens à propos de ça? Antoine réfléchit un instant. Étrangement en paix, répondit-il sincèrement. Sophie mérite de connaître sa mère. Et Claire, elle n'a pas abandonné Sophie parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle est partie parce qu'elle ne supportait plus de voir à quel point j'étais obsédé à réparer notre fille au lieu de simplement l'aimer telle qu'elle est. Tu as vraiment changé, Antoine, dit Madame Élodie avec un sourire doux. Et ce changement vient de l'intérieur. Il a fallu un petit garçon pour réveiller quelque chose qui était déjà en toi, juste endormi. Antoine regarda Pierre, qui aidait maintenant Sophie à poser des coquillages au sommet du château de sable. Tu sais, quand il s'est approché de Sophie ce jour-là au parc, mon premier instinct a été de la méfiance, de la peur. Maintenant je me rends compte que ce n'était que mes propres préjugés qui parlaient. Tout ce qu'il voulait, c'était partager son pain avec quelqu'un qui semblait triste. Une leçon de générosité si simple et si profonde. Les jours à la plage passèrent tranquillement, remplis de découvertes pour les enfants et de réflexions pour les adultes. Sophie continuait à faire des progrès surprenants, non seulement physiquement, mais aussi dans sa communication et ses interactions sociales. Le lien entre elle et Pierre se renforçait chaque jour. Une amitié pure et désintéressée qui touchait le cœur de tous ceux qui la témoignaient. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément à continuer, nous qui commençons tout juste. Le dernier jour avant leur retour a lieu en France, alors que les enfants dormaient épuisés après une journée de jeu, Antoine et Madame Élodie s'assirent sur la terrasse de la maison de plage, contemplant l'océan sous la lueur de la lune. Demain, nous retournons à la réalité, commenta Antoine en sirotant une tasse de thé. Et nous devons gérer Daniel et Claire. Madame Élodie soupira.
Je m'inquiète pour la réaction de Pierre lorsqu'il retrouvera sa mère. Il était si petit quand elle est partie. Il se souvient à peine d'elle. Nous allons préparer le terrain soigneusement, assura Antoine. Je ne permettrai pas qu'il souffre plus qu'il n'a déjà souffert. Ils restèrent silencieux un moment, écoutant le bruit des vagues. Antoine, puis-je te poser une question personnelle, dit Madame Élodie enfin. Bien sûr. Que s'est-il passé entre toi et Claire? Parce qu'elle est vraiment partie. Antoine prit une profonde inspiration, plongé dans des souvenirs douloureux. Après la naissance de Sophie et le diagnostic, je suis devenu obsédé. Je voulais trouver un remède, un traitement miracle. J'ai dépensé des fortunes en consultant des spécialistes du monde entier. C'était comme si je ne pouvais pas accepter que ma fille ne soit pas normale au point. Il fit une pause, sentant le poids de ses propres actions. Claire voulait juste aimer Sophie telle qu'elle était. Elle disait qu'on devait se concentrer sur sa qualité de vie, son bonheur, pas sur l'idée de la réparer au point. Nous avons eu de terribles disputes à ce sujet. Je l'accusais de ne pas assez s'en soucier, d'avoir abandonné notre fille. Mais en réalité, c'était toi qui n'acceptais pas Sophie telle qu'elle était, compléta Madame Élodie gentiment. Exactement, confirma Antoine, les larmes aux yeux. Claire n'a plus supporté. Elle a dit que j'étais tellement obsédé par l'état de Sophie que je ne la voyais plus comme une enfant, mais juste comme un problème à résoudre. Elle avait raison. Madame Élodie posa sa main ridée sur la sienne dans un geste de réconfort. L'essentiel, c'est que tu t'en sois rendu compte et que tu sois en train de changer. Grâce à Pierre, dit Antoine avec un sourire triste. Il a vu quelque chose en Sophie que nous, les adultes soi-disant sages, n'arrivions pas à voir. Simplement une enfant qui voulait être aimée et avoir un ami. Le matin suivant, ils retournèrent à Lieu en France. Le manoir, qui semblait auparavant froid et hospitalier, était maintenant plein de vie et de couleurs. Pendant leur absence, certains des équipements médicaux les plus invasifs avaient été retirés de la chambre de Sophie, remplacés par des jouets et des livres. J'ai demandé à ce qu'il y ait quelques changements, expliqua Antoine en remarquant le regard surpris de Madame Élodie. Sophie ne doit pas vivre dans un environnement qui ressemble plus à un hôpital qu'à une maison. Le lendemain, comme convenu, Daniel se présenta à l'entreprise d'Antoine, reçu personnellement par lui et dirigé vers le département des ressources humaines pour entamer les démarches de recrutement. Souviens-toi, dit Antoine avant de la laisser avec l'équipe des RH. C'est une vraie chance de recommencer, pas seulement un accord financier. Daniel se sentit plus sobre qu'à leur première rencontre. Je comprends. Et merci pour cette opportunité. Le soir même, Antoine et Madame Élodie parlèrent à Pierre de sa mère. Ce fut une conversation délicate, soigneusement préparée pour ne pas traumatiser l'enfant. Pierre, tu te souviens de ta maman, demanda Madame Élodie gentiment. L'enfant sembla pensif. Un peu, répondit-il, incertain. Elle a les cheveux longs, non? Oui, elle en a, confirma Madame Élodie. Tu sais, ta maman est revenue. Elle veut vraiment te voir. Les yeux de Pierre s'écarquillèrent, une mixture de surprise et de confusion. Elle va me prendre avec elle, demanda sa petite voix, trahissant sa peur. Je ne veux pas partir avec elle. Je veux rester avec Sophie. Antoine s'agenouilla pour être à la hauteur de l'enfant. Non, Pierre, personne ne va te prendre. C'est ta maison maintenant. Ta maman veut juste mieux te connaître, voir comment tu grandis. Comment tu crois que tu te sentirais si tu la voyais? Pierre réfléchit un instant. D'accord, mais mamie et toi, vous resterez avec moi, hein? Bien sûr, assura Madame Élodie en serrant son petit-fils dans ses bras. Nous serons toujours avec toi. La rencontre entre Daniel et Pierre fut fixée pour le dimanche suivant à la maison. Ce serait un déjeuner en famille, avec tous présents pour soutenir l'enfant. Antoine insista pour que Sophie et Madame Élodie soient là, afin que Pierre se sente en sécurité. Alors qu'ils se préparaient pour cette rencontre, une autre réunion importante approchait. Claire était arrivée au Brésil et allait rendre visite à Sophie à Uzès.
Antoine était nerveux à l'idée de recevoir son ex-femme. Claire n'avait pas beaucoup changé depuis son départ. Elle était toujours une femme élégante, d'une beauté classique, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Une maturité, peut-être, ou simplement l'effet du temps et des expériences vécues. « Ça va ?» demanda-t-elle après les salutations d'usage. « Tu sembles différent. » Antoine sourit légèrement. « Oui, je suis différent. Beaucoup de choses ont changé ces derniers mois. Ta secrétaire a mentionné quelque chose à propos d'un garçon qui vit ici avec sa grand-mère. » « C'est une longue histoire, » dit Antoine. « Mais avant de te la raconter, je suis sûr que tu veux voir Sophie. » Claire la sentit. L'émotion transparaissant sur son visage. « Oui, s'il te plaît. » Antoine la conduisit jusqu'au jardin, où Sophie jouait avec Pierre. La petite était debout, appuyée sur son déambulateur, riant en essayant d'attraper les bulles de savon que soufflait l'enfant. Claire porta les mains à sa bouche, des larmes jaillissant immédiatement. Mon Dieu, elle est debout et elle rit. Sophie remarqua leur présence et regarda Claire avec curiosité. Il n'y avait aucune reconnaissance dans ses yeux, ce qui était attendu, étant donné que Claire était partie quand elle n'était encore qu'un bébé. Sophie, voici. Antoine hésita, ne sachant pas comment présenter Claire. Maman, ex-femme, visite ? Je suis une amie de ton père, compléta Claire en souriant, malgré les larmes. Je m'appelle Claire. Je suis très heureuse de te rencontrer, Sophie. Sophie sourit timidement. Toi, dit-elle, sa voix petite mais claire. Tu veux jouer avec nous ? Claire regarda Antoine, lui demandant silencieusement la permission. Il acquiesça, l'encourageant. J'adorerais jouer avec vous, répondit Claire, s'approchant des enfants. Pierre, toujours amical, tendit immédiatement le flacon de bulles à Claire. Tu sais faire de grosses bulles, demanda-t-il, tout excité. Je ne fais que des petites bulles. Claire rit, enchantée par l'espièglerie de l'enfant. Essayons ensemble, qu'en dis-tu ? Antoine observa la scène, le cœur plein. Sophie, Pierre et Claire jouaient ensemble dans le jardin, leur rire résonnant dans l'air. Une image qui, il y a quelques mois, aurait semblé impossible. Madame Élodie les rejoignit, apportant un plateau avec de la limonade et des biscuits. Tu as fait ce qu'il fallait, commenta-t-elle en posant le plateau sur une table proche. Sophie méritait de connaître sa mère. Antoine acquiesça pensivement. Je pense que nous méritons tous une seconde chance, n'est-ce pas ? Moi, Claire, même Daniel, surtout quand il y a des enfants impliqués. Madame Élodie acquiesça. Après l'après-midi de jeu, lorsque les enfants furent emmenés à l'intérieur par Madame Élodie pour le goûter, Antoine et Claire s'assirent sur un banc dans le jardin pour discuter. Merci de m'avoir laissé la voir, dit Claire, émue. Elle est tellement belle, tellement heureuse, tellement différente de ce que j'avais imaginé pendant toutes ces années. Je dois aussi te remercier, répondit Antoine. De ne pas avoir lutté pour la garde, de ne pas avoir rendu les choses plus difficiles. Claire poussa un profond soupir. Ce n'était pas facile de partir, Antoine, mais tu ne m'écoutais pas. Tu étais tellement obsédé par le fait de réparer Sophie que tu ne voyais pas les dégâts que tu causais à moi, à toi-même et surtout à elle. Tu avais raison, admit-il humblement. Surtout, j'avais besoin d'une leçon de vie d'un petit garçon de 4 ans pour m'en rendre compte. Claire sourit en regardant en direction de la maison. Raconte-moi son histoire, comment Pierre est entré dans votre vie. Antoine raconta toute l'histoire, depuis leur rencontre au parc jusqu'au dernier développement avec Daniel. Claire écoutait attentivement, parfois en riant, parfois avec les larmes aux yeux. C'est incroyable comme un enfant peut nous apprendre tant de choses, commenta-t-elle lorsqu'il eut terminé. Et maintenant, que se passera-t-il lorsque Daniel reviendra dans sa vie ? Nous prenons toutes les précautions, expliqua Antoine. Nous voulons que ce soit une réintroduction progressive sans traumatisme. Madame Élodie sera toujours présente, et Daniel sait que Pierre continuera de vivre ici. Et nous, demanda Claire prudemment. Je veux dire, moi et Sophie, puis-je continuer à la visiter ?
Bien sûr, répondit Antoine sans hésiter. En fait, je pensais, peut-être que tu voudrais passer plus de temps avec elle. Peut-être que tu voudrais revenir. Claire le regarda, surprise. Revenir? Que veux-tu dire? Je ne propose pas qu'on reprenne notre mariage, précisa Antoine rapidement. Je pense que nous avons tous les deux trop changé pour cela. Mais tu pourrais avoir ton propre espace ici pour être proche de Sophie. Claire réfléchit à l'offre, visiblement touchée. C'est tentant, admit elle, mais je dois réfléchir. J'ai construit une vie à Paris ces dernières années. Bien sûr, sans pression, assura Antoine. C'est juste une possibilité. Le dimanche arriva, apportant avec lui la rencontre entre Pierre et sa mère. Daniel arriva à l'heure, vêtue simplement mais élégamment. Elle semblait nerveuse, plus vulnérable que lors de leur rencontre précédente. Pierre avait été préparé toute la matinée par Madame Élodie et Antoine. Ils lui expliquèrent à nouveau qui allait venir le voir, mais ils lui assurèrent à plusieurs reprises qu'il ne partirait pas, qu'il continuerait à vivre là avec eux et avec Sophie. Lorsqu'il vit enfin sa mère, le garçon resta immobile, la regardant avec un mélange de curiosité et d'hésitation. Daniel, quant à elle, semblait émue en voyant son fils. « Salut, Pierre, dit-elle en s'agenouillant pour être à sa hauteur. Tu te souviens de moi? » Pierre regarda Madame Élodie comme s'il cherchait une confirmation. La grand-mère lui fit un geste encourageant. « Un petit peu, répondit-il timidement. « Tu es ma maman, non ?» Daniel acquiesça, les larmes aux yeux. « Oui, c'est moi. Tu as tellement grandi, tu es tellement beau. » Pierre ne courut pas pour la prendre dans ses bras, comme elle s'y attendait peut-être. Au lieu de cela, il resta près de sa grand-mère, encore incertain. « Tu veux rencontrer mon amie Sophie ?» demanda-t-il après un moment de silence. La question surprit Daniel, qui se tourna vers Antoine comme pour chercher une direction. « Bien sûr, répondit-elle en essayant de paraître enthousiaste. Pierre prit la main de sa mère et l'emmena vers Sophie, qui attendait avec Antoine à quelques pas de là. « Sophie, voici ma mère », la présenta-t-il avec la simplicité des enfants. « Maman, voici Sophie, ma meilleure amie. » Daniel sourit à la petite fille. « Bonjour, Sophie. C'est un plaisir de te rencontrer. » Sophie, toujours timide avec les inconnus, fit un léger signe de tête. « Salut, répondit-elle. » Sa voix était presque un murmure. Le déjeuner se déroula dans une atmosphère tendue, mais sans incident majeur. Daniel essayait d'engager Pierre dans la conversation, lui posant des questions sur ses jeux, ses goûts, sa vie dans le manoir. Le garçon répondait poliment, mais revenait toujours à Sophie ou aux adultes avec lesquels il était habitué. Après le repas, Pierre invita Daniel à voir ses jouets dans la chambre qu'il partageait avec Sophie. C'était un geste significatif, une petite ouverture vers sa mère dans son monde. Pendant que les enfants montraient la chambre à Daniel, les adultes conversaient dans le salon. « Comment elle s'en sort au travail ?» demanda Madame Élodie à Antoine, préoccupé par sa fille. « Merveilleusement bien, répondit-il. Mon responsable des ressources humaines dit qu'elle est ponctuelle, dévouée et apprend vite. Elle semble vraiment engagée. » Madame Élie souffla, soulagée et pleine d'espoir. Peut-être qu'elle veut vraiment changer. Les gens peuvent changer, commenta Claire, qui avait été invitée à déjeuner à la demande d'Antoine. Moi, j'ai changé. Antoine a changé. Nous avons tous changé, acquiesça Antoine. La question est de savoir si nous changeons pour le mieux. Lorsque Daniel revint avec les enfants, il y avait une lueur différente dans ses yeux. Quelque chose s'était passé dans cette chambre. Une connexion avait commencé à se tisser. « Merci pour aujourd'hui », dit-elle en prenant congé. « Puis-je revenir la semaine prochaine ?» « Bien sûr », répondit Antoine. En fait, on pensait organiser une excursion aux eaux dimanche prochain. Peut-être que tu veux te joindre à nous. L'invitation surprit clairement Daniel, qui ne s'attendait pas à être incluse aussi rapidement dans les plans familiaux. J'adorerais, accepta-t-elle, émue. Merci beaucoup.
Alors qu'ils observaient Daniel partir, Madame Élodie se permit un petit sourire plein d'espoir. Je pense que c'était un bon début, commenta-t-elle. Oui, c'était, acquiesça Antoine, pour nous tous. Les semaines suivantes apportèrent une série d'ajustements et de nouveaux arrangements. Claire décida de prolonger son séjour au Brésil, louant un appartement près du manoir pour pouvoir rendre visite régulièrement à Sophie. Daniel continua de travailler et rendait visite à Pierre tous les dimanches, construisant progressivement une relation avec son fils. Sophie continua de faire des progrès surprenants. Elle utilisait maintenant le déambulateur avec confiance et osait même faire quelques pas toute seule. Sa communication s'était également améliorée de manière significative et les médecins étaient impressionnés par son développement. Un après-midi ensoleillé, alors que les enfants jouaient dans le jardin sous l'œil attentif de Madame Élodie, Antoine reçut un appel inattendu. C'était un neurologue célèbre de Paris qu'il avait consulté quelques mois plus tôt, lorsqu'il était encore dans sa phase obsessionnelle de recherche de traitement pour Sophie. Monsieur Ménard, j'ai des nouvelles concernant un traitement expérimental qui pourrait bénéficier à votre fille, dit le médecin avec enthousiasme. C'est une thérapie révolutionnaire qui a montré des résultats prometteurs dans des cas comme celui de Sophie. Antoine écouta attentivement, mais quelque chose avait changé en lui. Docteur, je vous remercie beaucoup pour ce contact, mais Sophie progresse merveilleusement bien avec la physiothérapie conventionnelle et, surtout, avec la stimulation sociale et émotionnelle qu'elle reçoit. Je comprends vos hésitations, mais ce traitement pourrait accélérer considérablement sa récupération, insista le médecin. Sophie n'a pas besoin d'être guérie ou accélérée, répondit Antoine avec une conviction qui aurait surpris son ancien moi. Elle progresse à son propre rythme, heureuse et aimée, et c'est tout ce qui compte maintenant. Après avoir raccroché, Antoine resta pensif. Il avait tellement changé en si peu de temps. La réponse était juste devant lui, dans le jardin. Pierre, le garçon qui était entré dans leur vie par hasard et qui, avec sa générosité simple, avait enseigné à tous une leçon profonde sur ce qui comptait vraiment. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, Antoine réunit tous les adultes dans le salon, Madame Élodie, Claire et même Daniel, qui avaient été invités à un dîner spécial. Je voulais vous dire quelque chose, commença-t-il un peu nerveusement. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel d'un spécialiste de Paris qui proposait un traitement expérimental pour Sophie. Claire se tendit immédiatement, se rappelant les anciennes obsessions d'Antoine. Et que lui avez-vous dit, demanda-t-elle prudemment. À sa grande surprise, Antoine sourit. J'ai dit non. J'ai dit que Sophie progresse merveilleusement bien comme elle est, heureuse et aimée. Et j'ai compris quelque chose d'important. Nous avons passé tant de temps à essayer de réparer nos vies, à chercher des solutions magiques, que nous avons oublié de simplement vivre. Il les regarda chacun avec gratitude. Ce qui s'est passé ici, dans cette maison, ces derniers mois, est quelque chose qu'aucun traitement médical ne pourrait offrir. C'était une rencontre d'âmes blessées qui ont commencé à guérir ensemble. Madame Élodie sourit, émue. C'est drôle comment la vie tourne, n'est-ce pas? Qui aurait cru que mon petit-fils, un garçon pauvre élevé dans les rues, changerait complètement la vie d'un homme d'affaires puissant et que le fils de la domestique que vous avez renvoyé il y a des décennies deviendrait le père de l'enfant qui sauverait votre petite-fille, ajouta Antoine, se référant à. Eût fait que Julien, le fils de Madame Élodie, était le père de Pierre. Claire, qui avait été mise au courant de toute l'histoire, secoua la tête, émerveillée par les coïncidences. Il semble que l'univers ait un sens de l'humour particulier, commenta-t-elle. Daniel, qui était resté silencieuse jusque-là, parla d'une voix émue. Et une capacité infinie de donner des secondes chances à nous tous. Antoine leva son verre dans un toast. Aux secondes chances, alors, et aux leçons que nous apprenons des enfants. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit. Le manoir de Montbrun, autrefois un endroit froid et stérile, avait complètement changé. Les fenêtres, qui restaient autrefois fermées, étaient désormais toujours ouvertes, laissant entrer la lumière et l'air frais. Les couloirs, qui étaient autrefois silencieux, résonnaient désormais de rires et de conversations. Sophie avait surpris tout le monde par ses progrès.
Elle pouvait maintenant marcher avec seulement un léger soutien et parlait de plus en plus clairement. Les médecins, qui étaient auparavant pessimistes, parlaient maintenant d'un cas extraordinaire de récupération. Pierre avait commencé à fréquenter l'école maternelle, se montrant brillant et sociable. Sa relation avec Daniel se solidifiait progressivement, avec des visites régulières et, occasionnellement, des week-ends chez la mère, qui vivait désormais dans un appartement confortable acheté avec son propre salaire. Claire avait finalement décidé de revenir définitivement au Brésil. Elle avait acheté une maison près du manoir et partageait la garde de Sophie avec Antoine, dans un arrangement amical qui bénéficiait principalement à la petite fille. Madame Élodie continuait d'être la gouvernante du manoir, mais plus que cela, elle était le cœur de cette famille inhabituelle. Sa sagesse et son affection maintenaient tout le monde uni, même dans les moments difficiles. Quant à Antoine, la transformation était évidente pour tous ceux qui le connaissaient avant. L'homme dur et obsédé avait laissé place à un père présent et affectueux, un ami loyal et un être humain plus compatissant. Il avait considérablement réduit sa charge de travail pour passer plus de temps avec Sophie et avait lancé une fondation pour aider les enfants ayant des conditions similaires à la sienne, leur donnant accès à des traitements et, surtout, à des opportunités de socialisation et de développement émotionnel. Un après-midi de dimanche, alors que tout le monde était réuni pour un déjeuner en plein air dans le jardin, Antoine observait les enfants jouer. Sophie, maintenant marchant avec une canne colorée, et Pierre, toujours à ses côtés, prêt à l'aider si elle trébuchait. « À quoi penses-tu » demanda Claire en s'asseyant à côté de lui. « À la façon dont tout a changé » répondit-il avec un sourire serein. « Et à quel point nous avons parfois besoin des personnes les plus inattendues pour nous enseigner les leçons les plus importantes. » À ce moment-là, Sophie tomba en essayant de courir. Avant que n'importe quel adulte puisse réagir, Pierre était déjà à ses côtés, l'aidant à se relever. « Ça va, Sophie » lui disait-il avec sa voix d'enfant. « Tout le monde tombe. L'important c'est de se relever et d'essayer encore. » Antoine et Claire échangèrent des regards émouvants. Ce petit moment résumait parfaitement le parcours que tous avaient traversé ensemble. « C'est exactement ça, Pierre » approuva Antoine, s'approchant des enfants. L'important, c'est de se relever et d'essayer encore, toujours. Et tandis que Sophie se relevait, déterminée à continuer à jouer malgré la chute, Antoine ressentit une profonde gratitude pour ce petit garçon qui, d'un simple geste en partageant son pain, leur avait tous appris la véritable signification de la générosité, de l'acceptation et de l'amour inconditionnel. Cette nuit-là, après une journée pleine de joie et de connexion, Antoine coucha Sophie. La petite fille, épuisée par les jeux, regarda son père avec ses grands yeux brillants. « Papa, j'aime Pierre » dit-elle d'une voix somnolente. « C'est mon meilleur ami pour toujours. »« Je sais, mon amour » répondit Antoine en caressant ses cheveux. « Nous avons beaucoup de chance de l'avoir dans nos vies, n'est-ce pas ?» Sophie hocha la tête, ses yeux déjà fermés. « Il m'a donné du pain quand j'étais triste et maintenant je ne suis plus jamais triste. » Les mots simples de la petite fille frappèrent profondément Antoine. C'était vrai. Depuis l'entrée de Pierre dans leur vie, la tristesse qui flottait autrefois sur le manoir s'était dissipée, remplacée par une joie sincère qui grandissait chaque jour. « Bonne nuit, ma princesse » murmura-t-il en embrassant le front de sa fille. « Demain, nous aurons encore une journée merveilleuse. » En sortant de la chambre, il rencontra Madame Élodie dans le couloir. « Elle dort déjà » demanda la vieille femme. « Oui, épuisée de tant de jeux » répondit Antoine en souriant. « Madame Élodie, vous ne nous remerciez jamais assez pour tout ce que vous et Pierre avez fait pour nous. » La vieille femme secoua la tête, rejetant les remerciements. « Il n'y a rien à remercier. C'est le destin qui nous a réunis après tant d'années. Peut-être pour réparer les erreurs du passé ou pour nous montrer qu'il n'est jamais trop tard pour changer » compléta Antoine. Pour recommencer. Madame Élodie sourit, ses yeux sages brillants d'émotion contenue. Vous savez, quand je vous ai vu dans ce parc en train de crier contre mon petit-fils, j'ai pensé que vous étiez exactement comme votre mère, dure, inflexible, préoccupée uniquement par les apparences et le statut. Et j'étais comme ça, admit Antoine. Mais ensuite,
j'ai vu quelque chose qui m'a fait remettre en question tout ça. J'ai vu ma fille sourire pour la première fois en semaine grâce à un morceau de pain offert par un garçon qui n'avait presque rien. Pierre a toujours eu beaucoup à offrir, dit Madame Élodie avec fierté. Pas en bien matériel, mais en générosité d'esprit. La seule chose qui compte vraiment à la fin. Et la leçon la plus difficile à apprendre pour quelqu'un qui a passé sa vie à croire que l'argent pouvait résoudre n'importe quel problème, acquiesça Antoine. Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses propres pensées. Bonne nuit, Antoine, dit enfin Madame Élodie en se dirigeant vers son appartement. Demain sera un nouveau jour. Un nouveau jour dans une nouvelle vie, répondit-il avec gratitude. Le lendemain matin, le manoir s'éveilla avec l'énergie typique qui le caractérisait désormais. Pierre fut le premier à se lever, impatient de passer une nouvelle journée de jeu avec Sophie. La petite fille le suivit bientôt, déterminée à pratiquer ses pas sans l'aide de sa canne. Le petit déjeuner fut servi dans le jardin, une chose impensable sous l'ancien régime de la maison. Claire était arrivée tôt avec des gâteaux maison. Danielle était aussi présente, car c'était dimanche, son jour de visite. Antoine observait la scène, le cœur rempli. Sa fille, heureuse et de plus en plus indépendante, Pierre, le garçon qui avait tout changé avec un simple geste de bonté. Les femmes qui faisaient désormais partie de cette famille commune, Madame Élodie, avec sa sagesse, Claire avec son amour maternel retrouvé. Daniel avec sa détermination à recommencer. « À quoi penses-tu, papa » demanda Sophie, remarquant son regard lointain. Antoine sourit, attirant sa fille sur ses genoux. « Je pense à combien nous sommes bénis, mon amour, à quel point la vie nous surprend parfois de la manière la plus inattendue. » Comme quand Pierre m'a donné du pain, demanda-t-elle avec la simplicité des enfants. Exactement, répondit Antoine, regardant avec gratitude le garçon qui mangeait avec enthousiasme une tranche de gâteau. Parfois, la chose la plus simple peut tout changer. Et tandis que le soleil baignait cette famille improvisée, réunie autour d'une table dans le jardin, Antoine sut avec certitude qu'il avait trouvé quelque chose que tout son argent n'aurait jamais pu acheter. Le véritable sens de la famille, de l'acceptation et de l'amour inconditionnel. Tout cela grâce à un petit geste de bonté d'un garçon qui, bien qu'ayant si peu, était prêt à partager. Fin de l'histoire. Cher auditeur, si cette histoire a touché votre cœur, partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus ému. Le simple geste de Pierre a changé beaucoup de vies. Votre like et votre inscription peuvent faire la même chose pour notre chaîne. Nous attendons votre avis.